Rebonjour. Alors, je viens au début de la session de révision pour vous donner quelques petites informations. Une que vous devez donc savoir déjà, c'est que Françoise a décidé d'arrêter le travail qu'elle faisait. Donc, principalement pour vous, vous aviez donc des contacts avec elle pour un début avant les week-ends ou pour envoyer les devoirs, pour communiquer, tout ça. Donc, au niveau des choses que vous faisiez, ça va pas trop changer. Il faut juste que vous notiez à qui il faut envoyer les choses. Donc, le poste qui était occupé par Françoise, il va être repris progressivement par Christian. Donc, dans les centres FPMT, ce poste s'appelle SPC. Et en fait, c'est la personne qui coordonne le spirituel dans un centre. Et donc, c'est Christian qui va reprendre ce poste. Donc, lorsque vous envoyez les devoirs ou que vous avez une question à poser sur les études, il faut l'envoyer à son adresse. Donc, l'adresse est facile, c'est Christian. En fait, c'est comme l'ancienne adresse quand vous contactiez Françoise. Et vous enlevez la première partie, vous mettez christian@institutvajrayogini.fr. Donc, si vous la notez pas bien aujourd'hui, c'est pas grave, puisque on va vous réécrire dans le cadre du PEBA et on va vous écrire depuis cette adresse. Donc, vous aurez cette adresse de contact. Et donc, vous mettez... donc, certains aiment amener les devoirs ici. Donc, j'ai mis une petite bannette à l'entrée de la salle si vous voulez déposer vos devoirs. Si vous les avez déposés en papier, on les remettra là aussi, au week-end. Et on peut toujours les envoyer par email, comme certains font, en scannant. Certains les envoient en papier, sous enveloppe, ça arrive aussi. Donc dans ce cas-là, vous les adressez à Christian, si vous faites en papier. Voilà. Deuxième petite info, c'est qu'on a réfléchi, on a essayé de refaire un point sur le PEBA. Et grâce au soutien de la Vénérable Nunga, je ne sais pas si vous la connaissez, on va tester là sur quelques mois pour voir si ça marche, mais on va essayer de corriger tous les devoirs. Pour que ça vous permettra d'avoir un peu plus de feedback par rapport à ce que vous produisez. Voilà, vous faites comme d'habitude, soit vous le déposez là, soit vous l'envoyez par mail, soit vous l'envoyez par courrier. Donc les personnes qui sont sur Internet, c'est pareil. Vous pouvez tout faire par correspondance. Donc c'est christian@institutvajrayogini.fr. Voilà, on a aussi Annabelle, vous connaissez Annabelle peut-être, qui va nous aider dans ce secteur-là. Donc peut-être que vous recevrez des emails. Mais principalement, la personne à contacter pour les études, c'est Christian. Voilà. Question ? On les a déjà, on a tout réceptionné. Elle nous avait donné la boîte mail. Elle continue à communiquer avec nous, donc on a fait la liaison. Et il y en a qui sont partis à la correction déjà. Donc voilà. Alors oui. Si vous vous trompez, que vous écrivez à Françoise ou à SPC, ça sera de toute façon réceptionné. Puisque Alexis a fait en sorte qu'on reçoive le mail. Donc, si jamais par erreur vous réécrivez à spc@, on le recevra. Voilà. Et puis s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui s'est perdu, n'hésitez pas à écrire. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Tu veux répéter ce que tu viens de dire là ? Je vous laisse faire la révision donc et merci beaucoup et bon après-midi.
Bien, donc cet après-midi, c'est prévu de faire une révision. Je pense qu'on a fait déjà pas mal de choses hier. On a fait une méditation ce matin sur les 5 principes, sur les 4 principes. Donc, en fait, on a déjà revu pas mal de choses. Donc, juste pour vous rappeler peut-être le plan, hein, enfin le plan, là où on en est, donc c'est un peu évident depuis la dernière fois. On avait commencé donc le karma. Je ne pense pas qu'on termine aujourd'hui. Je pense que ça va durer encore, enfin à moins que, on ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais. Donc je pense que c'est donc on a vu une première chose, ce qu'on appelle la réflexion générale sur les actions et leurs effets. Et dans cette réflexion générale, bien sûr, on parle des 4 principes fondamentaux du karma. C'est-à-dire que, je vous les rappelle brièvement, mais enfin, bon, maintenant vous devez les savoir, les connaître par cœur même. Donc, c'est-à-dire, le premier point, c'est l'inéluctabilité du karma, des actions. Bon, on en a pas mal parlé, je pense que c'est clair. Ensuite, le deuxième point, c'est le vaste accroissement des actions, c'est-à-dire leur amplification ou leur accroissement. Voilà. Ensuite, le troisième, c'est que les effets d'action non accomplis, on ne rencontre pas les effets d'action qu'on n'a pas accomplis. Troisième. Et le quatrième principe, c'est que les actions accomplies ne se perdent jamais, ne se perdent pas. Voilà, d'elles-mêmes en tout cas. Donc ça, c'est les 4 points qu'il faut vraiment mémoriser et puis essayer de voir ça en l'appliquant dans la vie de tous les jours, en y réfléchissant, comme faisant des méditations comme on a fait ce matin, de temps en temps, pour les réactualiser ces principes et bien les connaître. Donc ça, c'est absolument indispensable, ces 4 points, de les connaître par cœur, bien sûr. Ensuite, on a continué, après, donc Geshe-la a continué son enseignement en parlant donc des différentes voies d'action, les voies d'action non vertueuses. On a commencé comme ça, les 10 actions non vertueuses que l'on analyse donc à partir de 4 facteurs. 4 facteurs qui sont, je vous rappelle, la base. Ça aussi, il faut vraiment les connaître parce que c'est important quand on analyse le karma, nos actions et tout ça. Pour voir s'ils sont complets ou pas, il faut qu'il y ait donc les 4 facteurs. Donc la base ou l'objet, c'est comme ça qu'on peut l'appeler l'objet aussi. Donc on a vu ça pour chacune. On a vu ces 4 principes pour chacune. Ces 4 points pour chacune des actions non vertueuses. Et c'est comme ça qu'on les analyse. Donc, dans une méditation, par exemple, on peut faire ça. Prendre un point particulier, prendre une action négative que l'on a commise ou effectuée, ou quelque chose qu'on avait tendance à répéter, et donc les analyser si vraiment le karma est complet ou pas. Donc, le premier point, c'est la base. Le deuxième, c'est l'état d'esprit, qui se divise en 3. Et donc en 3 points, l'état d'esprit, ou la pensée, on dit aussi la pensée, mais l'état d'esprit, c'est aussi bien. Donc 3 points, reconnaissance ou identification de ce dont il s'agit. Ensuite, l'intention qui préside à cet acte, et la perturbation mentale, ou les perturbations mentales qui peuvent être impliquées. Ensuite, pour le 3e point, donc, c'est la mise en œuvre de cette action, de cet acte. Et le 4e, sa conclusion ou son accomplissement. Donc voilà ce qu'on a vu. Donc, en gros, ce matin, on a commencé la dernière fois sur les 3 premières actions négatives du corps. Et on a terminé aujourd'hui donc, par les actions négatives de la parole et de l'esprit. Bien. Bon, on ne va pas tout repasser en revue. Ça ne présente pas grand intérêt, à mon avis, de tout revoir systématiquement chacun de ces points. Je
pense que c'est clair pour tout le monde. Geshe a été très précis, a donné les informations qu'il fallait. Est-ce qu'il y a des questions par hasard sur certains? Oui, bah alors tiens, tu vas prendre le micro, puisque comme ça les gens sur Internet pourront suivre la conversation. Il est là, c'est bon. Alors... J'aurais besoin que tu me clarifies, s'il te plaît, une chose que je ne pense pas avoir bien appréhendée. Quand hier, on a parlé donc de la cause et des conséquences du karma avec l'interdépendance, il me semble avoir entendu que la cause influence les effets et inversement. Dépend. La cause dépend de l'effet et l'effet dépend de la cause. Ah. C'est dans les deux sens. Le parent et l'enfant. Voilà. Si tu es parent, c'est parce que tu es un enfant. Si tu es un enfant, c'est parce qu'il est parent. C'est parce qu'il y a eu un parent. D'accord, ok. Pardon, je vais un peu trop vite. Moi, c'était par rapport au karma. Attends. T'as fini? Oui. Moi, c'était par rapport au mensonge. Si par exemple le mensonge il est dit mais sur le ton de la blague, de la plaisanterie, c'est-à-dire on fait une blague qui n'est pas du tout ce que je dis c'est pas vrai, mais c'est sur le ton de la plaisanterie et la personne elle l'entend, elle le comprend. Est-ce que il y a mensonge. Il y a un mensonge. Ouais. Même le ton de la blague quand apparemment Comment? Des exemples. Oui. Voilà quoi. Je dis que je m'en vais, puis non, c'est une blague, je m'en vais pas quoi. Mais c'est le ton de la plaisanterie. Mais peut-être même la personne, elle le croit pas. Ce qu'on a dit que la personne le croit ou pas, c'est pas ça qui compte. Est-ce que là, c'est considéré comme Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Wow. Oui. Wow. L'intention y est quand même pour beaucoup, Christian. Attends. C'est bon? Attends, oui. Ça va. Je rebondis sur cet exemple, sur l'histoire de la blague. On parle quand même depuis le début de l'intention. Donc là, il y a une intention qui est, je veux dire, de blaguer, de plaisanter. Donc foncièrement, elle n'est pas mauvaise. Puisqu'en plus, après, lorsqu'on fait une blague et que l'on ment, on dit ensuite « Ah tiens, c'était pour blaguer ». Donc... Alors, par rapport à l'intention est le désir de parler en modifiant la perception. Il y a une modification de la perception. Il y a un jeu, en fait, là-dessus, sur la perception. Est-ce qu'on pourrait poser la question à Geshe? Le micro. Oui. Parce que ça va loin, quoi. D'accord. Oui. Tu poseras la question. C'est une bonne idée. L'objet est un interlocuteur qui en comprend le sens. Voilà. Après, je ne sais pas, il faudra lui demander, effectivement. Oui, tu lui demanderas. Moi, j'ai une question. Oui. C'est sur les vues fausses. Sur les vues fausses. Les vues fausses, oui. Alors, quand j'écrivais dans ce que disait Valérie, de ce qu'elle traduisait d'enseignement, durant l'enseignement, c'était... que la base, c'était le phénomène, c'était tout phénomène, différents phénomènes existants. Différents existants, oui. Différents phénomènes ou différents existants. Donc, elle a donné l'exemple aussi de la loi du karma et ses effets. Oui. Et puis, petit à petit, donc elle a parlé aussi à un moment donné du stylo, en disant le stylo, ça ne va pas changer notre vie, qu'on ait une vue fausse sur ces... Voilà. Puis petit à petit, on est arrivé sur le fait que c'était vraiment en lien avec le dharma. Enfin, pas le dharma, en lien avec les... Oui, le dharma, mais avec les 4 nobles vérités, avec la prise de refuge. Si, par exemple, on considère que c'est pas existant, ou en tout cas que c'est nier l'existence. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment... Donc, les vues fausses, c'est vraiment relié uniquement à tout ce qui est en lien avec... les enseignements du Dharma? C'est en particulier, disons. En particulier, d'accord. C'est ça, je n'étais pas sûre. En particulier avec le Dharma, mais pas uniquement. D'accord. Si tu... il y a des choses...
qui existe en disant que ça n'existe pas. Okay. Ça peut être élargi. Mais en particulier, donc, oui, par rapport au dharma. Parce que c'était en disant que c'était plus grave, parce que ça a une influence sur notre comportement, sur notre vie de tous les jours, pratiquement. On ne voit pas après les choses de la même manière, ça influe sur notre perception du monde et tout ça. Ça pouvait apporter des préjudices. Ça pouvait apporter des préjudices. Et par ailleurs, réajuster notre attitude en fonction aussi du fait qu'on puisse mieux comprendre. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc c'était plus grave par rapport à ça. Ouais. Il y a un degré de gravité par rapport à ça. Moi, c'était par rapport aux propos futiles. Oui, les propos futiles, oui. Qu'est-ce qu'on a donc, voilà. Est-ce que... Parce qu'effectivement, Geshe-la a expliqué que donc, l'intention, encore une fois, était pour beaucoup. Certains propos, c'est pas la nature du propos, mais beaucoup l'intention. Mais par exemple, quand on chantonne chez soi... Tout seul, mais en fait, on chantonne, mais ça donne de la joie, c'est de la bonne énergie. Est-ce que c'est considéré quand même comme un propos futile ? C'est compliqué, hein, c'est très compliqué, là. D'accord. Là, le mensonge, les propos futiles, ça rentre dans des catégories... Mais c'est pour éviter de créer du karma négatif, donc c'est vrai que de voir un peu... Je sais pas. Et si on regarde une série nulle, quand on rentre du travail... Alors, on n'est pas en train de parler ni rien, mais par contre, là, on perd un temps fou à faire quelque chose de complètement futile. Oui. Du coup, ouais. Donc, c'est la perte de temps. Perte de temps, oui. Donc, ça rentre dans la case... Parce que vous êtes en train de chantonner machinalement pendant que vous faites la cuisine, entre deux sessions de méditation, c'est pas vraiment un karma très grave. Hein. Je pense pas que ce soit vraiment des paroles futiles. Merci. Enfin, je sais pas, il faut ramener ça à la raison, quand même, un petit peu, quoi. Après, bien sûr, faut voir si ça devient une espèce d'habitude et si cette habitude perturbe après votre méditation, ou si dans votre méditation, si dans ta méditation tu recommences à chanter parce que tu as cet air qui te trotte dans la tête sans arrêt, parce qu'entre les sessions tu chantonnes toujours ça, bien oui, ça va avoir un effet, bien sûr. Ouais. Ça dépend tellement du contexte et des cas de... Le karma, c'est pas... On dirait que c'est noir et blanc dans un sens, mais il y a plein de nuances de gris. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est très progressif aussi. Ouais. Mais enfin, bon, après... C'est aussi un exercice d'attention, de vigilance, et c'est surtout ça qui est intéressant, je veux dire, par rapport au karma, de voir comment... et on peut éviter certaines choses si on peut... Par exemple, le fait du mensonge, faire croire à quelqu'un que même si c'est pas vrai, ou un petit mensonge, tout ça, ça crée quand même une tendance au mensonge, même si c'est pas un mensonge très fort, même si c'est sur le ton de la plaisanterie. Il y a quelque chose qui est là, quoi. Il y a une espèce d'impulsion à dire des choses fausses, quoi, quelque part, même s'il n'y a pas une intention vraiment de très grave, très puissante et et puis qui peut être corrigé par la suite, mais il y a cette espèce d'impulsion de le faire, je crois. Ça peut être une forme de jeu qui est complètement gratuit, alors on se dirigerait plutôt vers les trucs futiles qui sont sans intérêt, quoi, qui n'ont pas beaucoup de sens, quoi, voilà. Mais bon. Ça nous alerte... sur lesquels on n'aurait pas cru qu'il y avait une erreur qui peut entraîner quelque chose. Alors oui, prends le micro. Si tu prends des longues questions, il vaut mieux si c'est juste des choses que je peux répéter, c'est bon. Mais... Oui. Non, mais vas-y, continue, Anne. C'était très, très bien que tu partages ça. Mais c'est vrai que y a la formule populaire qui dit « qui vole un œuf vole un bœuf ». Ça paraît peut-être excessif, mais ça indique ce qui est mentionné ici et qui nous alerte que quelque chose de petit peut devenir une habitude qui va grandir et qui peut avoir effectivement des effets tout à fait qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Cette tendance de l'esprit à mentir pour des petites choses en apparence. Et ça, je crois que ça met le doigt sur quelque chose qui, moi, me paraît très, très important.
C'est pour ça qu'on parle de voie karmique. Hein, c'est une voie. On s'engouffre un peu dans une voie qui peut nous amener, on ne sait pas trop où, quoi. Tout à fait, oui. J'avais noté, si notre motivation est d'être favorable ou bénéfique à autrui, alors l'action est qualifiée de vertueuse. À autrui et à nous-mêmes. Oui, à nous-mêmes. Enfin, oui. À autrui d'abord, quand même. Hein. Et à nous-mêmes aussi, sur des paroles par voie de fait, oui, bien sûr. Puisqu'on n'a pas besoin d'un tiers pour la rendre futile. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est du déni quand on se ment à soi-même mais qu'on n'en est pas conscient? Tu veux donner un exemple? Par exemple, un alcoolique, il est alcoolique, tout le monde le sait, hein, il boit plusieurs verres par jour, mais pour lui, il n'est pas alcoolique. Oui, et alors? Alors, est-ce qu'il se ment à lui-même? Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est un mensonge? Oui, voilà, est-ce que c'est un mensonge? Oui, je pense. Ouais. Si on peut considérer ça comme un mensonge, oui. Même s'il n'en est pas conscient, qu'il n'a pas la... Non, c'est pas un exemple personnel. Si les faits sont là... C'est lié à l'ignorance, oui. Oui, justement, je voudrais qu'on regarde des choses par rapport à ça, comme Geshe-la l'avait mentionné, par rapport aux différentes perturbations mentales. Essayer de bien repérer, je trouve ça intéressant peut-être de le faire, justement revoir ces actions négatives par rapport aux diverses perturbations mentales. Parce que ça peut amener à considérer les choses d'une autre façon, disons. Alors, par exemple, pour le mensonge, j'ai d'autres classifications. Je vais les voir un petit peu dans d'autres textes, comment c'est présenté, hein, parce que aussi, suivant les textes, on trouve différentes présentations des actions non vertueuses qui sont classées toujours de la même manière, mais qui montrent différents aspects. Quoi. Donc je pensais que pour compléter, plutôt que de tout reprendre systématiquement, pour compléter un petit peu ça, vous présentez aussi d'autres aspects des choses, et peut-être ça peut vous éclairer. Par exemple, pour les mensonges, on dit qu'un des mensonges les plus graves, les plus importants, c'est celui de mentir sur ses réalisations spirituelles. Ça, c'est le mensonge, si on voulait classer le mensonge par ordre de gravité ou d'importance, on pourrait dire ça, que le mensonge, s'il concerne ses accomplissements spirituels, c'est lourd de conséquences karmiques. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le mensonge majeur, c'est-à-dire celui qui profite au menteur et qui nuit aux autres. Je trouve cette distinction assez intéressante, puisque dans le mensonge, il y a cet aspect-là, donc que le menteur veut en tirer un certain profit, en fait, du mensonge. Et dans celui qui fait des mensonges en blaguant, un peu comme tu disais, c'est un petit peu ça, c'est quelqu'un qui veut un peu se faire de la plaisanterie, mais il y a un côté un peu égotique, un petit peu là-dedans. Donc... qui fait partie de cette catégorie, justement, que ça profite au menteur, parce que ça met en lumière peut-être ses qualités, je ne sais pas, de ceci ou de cela, mais ça nuit aux autres, d'une certaine manière, puisque, bon, sur différents points. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le mensonge anodin. Celui-là, peut-être c'est celui-là que tu veux dire, qui n'est ni profitable, ni nuisible, hein, qui ne nuit à personne. Et là, ça rentrerait peut-être dans cette catégorie-là, du mensonge anodin. Le mensonge majeur, le vrai, c'est pas le super mensonge, c'est de mentir sur ses réalisations. Le mensonge majeur, c'est celui qui, en général, qui profite au menteur parce qu'on cache la vérité et ça nuit aux autres. C'est ce qu'on entend, j'ai un point majeur. Et le mensonge anodin, c'est celui qui n'est ni profitable à soi-même ni à autrui. Donc ça rentrerait dans cette catégorie, mais c'est pour ça que je disais, c'est quand même un mensonge, voilà.
même s'il est anodin. C'est quand même classé parmi les mensonges. Ouais. Justement, dans ce point-là, il y en a un autre mensonge qui, des fois, vient d'une construction. Dans la petite enfance, des personnes ont du mal, et moi je le vois souvent, à reconnaître leur qualité. C'est-à-dire, par excès d'humilité, ils mentent sur... Oui, ils mentent sur leur qualité. Par humilité. Oui, ah non, je suis pas capable de... quand on se mésestime, donc. Oui, voilà. Pardon, voilà. J'ai pas entendu. Manque de confiance en soi. Oui, d'accord. Ouais, on en arrive, on crée un karma, là. Parce que c'est complet. Il y a la base, il y a le... Eh bien, il y a les quatre... Enfin, je posais la question juste parce qu'il y a les quatre. Je sais pas, comme ça, à brûle pour point, sans réfléchir, c'est difficile de dire. Je ne sais pas, franchement. Non, mais j'ai pensé aux quatre. Les quatre, ils sont. Il y a le... Tu as réfléchi. Enfin, mais j'arrive, je me suis dit à la fin... On peut l'analyser, si vous voulez, tous ensemble. Comme ça, on verra. Oui. Alors, vas-y, fais-nous l'analyse. Là. Bon, alors, pourquoi il y a les 4 points? Mais la base, c'est... Attends, déjà, le point de départ. Le point de départ, c'est qu'une personne se mésestime. Oui. D'une manière fausse, quoi. Elle ment sur ses propres qualités. Elle se ment à elle-même sur ses propres qualités. Voilà. En se sous-estimant. D'accord. Hein, oui. C'est ça. Est-ce que ça, c'est un mensonge? C'est ça la question? Oui, parce qu'elle le dit aux autres à un moment. Elle le dit pas elle l'exprime. Intérieurement, est-ce que la personne, elle est persuadée qu'elle n'a pas ces qualités ou elle fait semblant de ne pas les avoir? Ça va se situer à ce niveau-là. Oui, effectivement, à ce niveau-là, d'accord. Au niveau intérieur, est-ce que c'est pas un jeu aussi, hein? Il y a des gens qui ont développé une telle attitude de fausse modestie. Voilà. Ils sont persuadés de certaines qualités, mais ils veulent qu'on les reconnaisse, en fait. En fait, c'est un désir de reconnaissance, souvent, qui se masque sous une fausse modestie. Ouais. Parlez pas sans micro, s'il vous plaît. Sinon, on va avoir des plaintes. Il y a sa sainteté qui dit qu'il est qu'un simple moine. C'est ce que je veux dire, moi. Ça va tourner en rond comme ça. Sa sainteté dit ce qu'elle veut. Oui, il dit qu'il est un simple moine, mais c'est vrai que c'est un simple moine. Il a les habits d'un simple moine. Dire que c'est très très complexe, quoi. Ouais, il a les habits d'un simple moine, exactement. Il a l'apparence d'un simple moine, donc il est un simple moine. Après, ce que ça veut dire mais il ment pas sur ses réalisations. Hein. Il dit pas je n'ai pas de réalisation, ou, enfin je sais pas, ou j'ai des réalisations. Il dit rien. Il dit je suis un simple moine. Pour pas. Ouais. Ça va peut-être pas apporter un grand éclairage, mais ce que je me disais, c'est qu'avec ce qu'amenait Pascal, c'est que c'est. Moi, je trouve que c'est une histoire d'interprétation après de la part de la personne qui reçoit. Que ce soit de l'humidité, de la mésestime. Je pense qu'il faut faire attention aussi, parce que, je sais que tu es enseignant, mais je veux dire, quand on est dans une situation aussi, on est dans le social, dans l'éducatif, etc., on peut effectivement décoder des choses, mais qui ne sont pas forcément ni du mensonge, mais c'est notre interprétation par notre perception, nos projections. Voilà, nos projections. Donc, c'est pour ça qu'on dit bien, justement, c'est surtout celui qui crée l'action. Hein. En fait, c'est pas tellement comment elle est reçue, cette action, mais c'est comment elle est créée. Quoi. Et à partir du moment où donc l'accent est mis là-dessus. Hein. Et donc ça, c'est par rapport... Donc le mensonge, voilà, par rapport à ça. C'était pour répondre à Nadine. Si on les reprend systématiquement, donc le meurtre, détruire la vie... donc on va distinguer aussi 3 types de meurtres, hein, là aussi. Donc si on les classe par rapport aux perturbations mentales, un exemple de tuer par désir. Tuer par désir. Hein. Il y a 3 façons. Il y a tuer par désir, tuer par colère ou tuer par ignorance.
Donc tuer par désir, le crime passionnel. Bon, voilà. Tuer un animal par envie de manger sa viande. Ouais. Okay. Par colère. Hein? Voilà, la jalousie. La colère. Par colère. La jalousie, c'est un facteur mental qui est classé dans la colère. Oui. Effectivement, donc c'est pas si... Bon, la vengeance. Ouais. Dans la vengeance, il y a une nuance, il y a une perturbation mentale de colère dedans. Mais par jalousie aussi, effectivement. Par ignorance. Par ignorance de l'avortement. Oui, pourquoi pas. Ouais. Ça dépend des gens aussi. Je sais pas, bon, ça peut être par ignorance. Ouais. D'autres exemples? Ouais, on tue par ignorance, mais bon, sans pouvoir l'éviter aussi. Parce que... Quand on fait des découvertes scientifiques. Le micro. Oui, le micro. Oui. Quand on fait des découvertes scientifiques, c'est bon, oui. Si tu veux pas te déplacer. Je me posais la question, et ces deux personnes qui ont tué vendredi matin là, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, c'était quoi alors là? C'était l'ignorance du fait d'une... Je pense, oui. C'est ça. Je dirais ça, oui. Ouais. Je dirais ça. Blessés, oui, pardon, ils n'ont pas tué. Excuse-moi, blessés. Ouais. Vous n'avez pas entendu? Du fait de quoi? T'as pas fini ta phrase? Je me posais la question, c'était justement, c'était quelle perturbation mentale derrière? Moi, je pensais à l'ignorance, du fait d'une religion qui les a poussés à vouloir tuer. Je pense, oui. Je dirais ça, mais bon. Bon, il y a le sacrifice aussi. Sacrifice dans certaines religions, le sacrifice à des animaux, par exemple, pour offrir à un dieu, par exemple, on va dire. C'est une forme d'ignorance. Tuer des animaux pour les offrir. Et le meurtre le plus grave, dans la tradition bouddhiste, c'est de tuer les Bouddhas, Arhats, ses parents. Hein. Voilà. Okay. Et le vol aussi, on en distingue 3 sortes. Hein. Je vous l'ai dit, ces choses-là, parce que je pense que Geshe-la ne les traitera pas. Donc 3 sortes de vol, par la force, en cachette ou par la ruse. Donc, voler par la force. Le vol à la tire dans la rue. Voilà, par exemple, en s'emparant d'un objet avec autorité, sans donner d'explication. Voilà, le vol. Oui, pardon. Par menace, par exemple. Le vol en cachette. Les impôts. Dans un magasin. Les impôts, elle dit. Bon, écoutez. Donc, ce qu'on entend par vol en cachette, c'est par exemple s'introduire dans une maison dans un domicile par effraction, pour voler. Ça, c'est par cachette, en cachette. Et l'autre, c'est par la ruse. Les impôts, voilà, par exemple, en ne payant pas ses impôts complètement, en remplaçant pas toutes les cases, ou je sais pas. Dans les exemples traditionnels, ils disent en faussant le poids ou la mesure sur le marché. Ça, c'est un mensonge, c'est un vol, par la ruse. Le vol le plus grave, ça serait par rapport au bouddhisme, dans un cas spécifique, puisque les offrandes aux 3 joyaux. Voler des offrandes qui ont été faites aux 3 joyaux ou au maître spirituel, dans le cadre du bouddhisme. L'inconduite sexuelle, 3 sortes aussi, 3 niveaux. 3 sortes d'inconduite sexuelle, selon ce que l'interdit concerne. Premièrement, des liens familiaux, avec parents, frères, sœurs.
que l'interdit concerne des engagements, si les personnes sont engagées par ailleurs à d'autres personnes, hein, c'est-à-dire les conjoints des autres. Et si l'interdit concerne aussi des vœux, si des vœux ont été pris, des vœux par exemple des religieux hein, qui ont pris les vœux de célibat, par exemple, de chasteté. La pire des relations sexuelles, des relations d'inconduite sexuelle ou inappropriée, c'est l'inconduite sexuelle avec sa mère, si en plus sa mère, on dit, est un arate. Ou une arati, je crois, on doit dire, si on veut respecter une arate. Oui. Et bon, le mensonge, c'est fait. Calomnie. Oui. Dans l'inconduite sexuelle, tu n'as, je ne sais pas, du coup, c'est peut-être pas classé, mais les relations sexuelles non consenties. Oui, non consenties, c'est pas dit là, oui. Ça leur fait partie non consentie, oui. Elles ne sont pas indiquées dans cette classification. Oui. Mais... Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ouais, donc ensuite, c'était le mensonge, donc on l'a fait. La calomnie ou les paroles de discorde. Donc il y a 3 niveaux aussi. Et chaque fois, c'est classé différemment. Enfin, c'est des adjectifs. Donc 3 sortes de paroles de discorde. C'est donc les virulentes, indirectes ou sournoises. Virulente, c'est quand on sépare directement des amis, c'est-à-dire pratiquement par la force. Comme une armée qui voudrait séparer les parents des enfants ou les 2 conjoints, comme ça, hein, en temps de guerre. Donc c'est par la force. Séparer des amis ou des gens de force. Ça, c'est la première sorte. Indirect, par des moyens détournés. On va séparer des personnes par des moyens détournés, comme Geshe l'a expliqué. Et sournoise. Sournoise aussi, c'est encore un peu plus vicieux, on va dire. C'est quand on fomente secrètement des discordes et qu'on va les mettre, en application ou pas, peu importe, mais quand on envisage de séparer de manière sournoise, en disant des choses qui ne sont pas vraies, des choses comme ça. La pire des calomnies, des paroles de discorde, c'est celle qui concerne la sangha, qui divise la communauté religieuse, la sangha. Donc, ensuite, pour les paroles blessantes, les paroles blessantes aussi sont de 3 sortes, directes, sournoises et indirectes. Donc les paroles blessantes, c'est quand on critique ouvertement quelqu'un en révélant ses défauts cachés. C'est les paroles les plus blessantes qu'on puisse prononcer quand on révèle directement par l'insulte, par les paroles blessantes. Sournoise. Sournoise, c'est quand on mêle des propos désagréables à des plaisanteries. Lorsqu'on dit des paroles désagréables sur le ton de la plaisanterie, en faisant comme si on plaisantait. Ça, c'est le côté sournois, un petit peu des paroles blessantes. Et indirect, si on critique quelqu'un devant ses amis, par exemple. On ne critique pas directement devant lui, devant la personne, mais devant ses amis, on va dire des choses sur lui, sur elle. Donc ça, c'est la pire des paroles blessantes est celle que l'on adresse à ses parents ou à son maître spirituel, dans le cadre du bouddhisme. Alors... bavardage ou paroles inutiles. 3 catégories, 3 sortes. Fallacieuses, mondaines ou vraies. On va voir ce que c'est. Fallacieuses, mondaines ou vraies. Donc les paroles fallacieuses,
par rapport les bavardages ou les paroles inutiles fallacieuses dans le bouddhisme, hein, c'est réciter des textes, hein, des textes qui ne seraient pas bouddhistes, par exemple, qui appartiendraient à d'autres traditions, et à les réciter d'une manière en y croyant, quoi, disons. Hein, voilà. Et puis, en étant assez convaincu, et de passer son temps à ça, finalement. Théâtre, ouais. Alors là, je pense que ça peut concerner des choses plus mondaines, comme la littérature, la poésie, le théâtre, tout ce qui est mondain. Ça fait partie des paroles inutiles. De passer du temps à ça. Hein, ouais. Ouais, parce qu'au lieu de faire ça, tu pourrais pratiquer le dharma, par exemple. Au lieu de faire du théâtre, au lieu d'aller répéter ton texte, tu pourrais lire des sutras, par exemple. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle les paroles inutiles. Ils disent fallacieuses, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le contexte de la vérité du dharma, quoi. Et qui n'amènent pas vers la vérité, forcément. Voilà. Bon, ça, c'est dans le contexte indien, tibétain. Maintenant, à notre époque, il y a, je pense, des textes qu'on peut lire qui sont très proches du bouddhisme. Bon, après, voilà, c'est de manière traditionnelle de présenter ça. Après, je pense qu'on peut réactualiser. D'ailleurs, il y a une note. Non, pardon. Donc, mondaine, ça serait tous les propos qui n'ont aucun sens, hein, comme des paroles dénuées de sens. Et vrai, paroles inutiles, considérées comme des paroles inutiles, par exemple vrai, c'est comme le fait d'enseigner le dharma à des gens qui s'en moquent, mais alors totalement, qui n'ont vraiment aucun intérêt pour ça, et qui n'auront jamais le moindre intérêt, que ça sert à rien, qui s'en moquent en plus, et qui se moquent, voilà, du dharma. Et donc continuer à leur enseigner le dharma dans ce genre d'atmosphère, d'ambiance, de gens qui dénigrent le dharma, c'est considéré comme une perte de temps, quoi. Voilà. Parce que ça ne va pas les changer. Au contraire, peut-être même ça va leur amener des arguments, enfin, je ne sais pas quoi, des contraires. Donc c'est à éviter. Donc les paroles inutiles, ça concerne des paroles justement vraies que l'on peut dire. On peut donner des vrais enseignements à quelqu'un, mais si ces personnes-là ne sont pas réceptives, ça sera considéré comme des paroles inutiles. Pas comme du bavardage, disons, mais comme des paroles inutiles. Hein. Oui. Attends. Le micro. Dans ce cas-là du bavardage vrai, oui. L'identification... Bavardage inutile en utilisant des paroles vraies. Quelle serait l'identification? Comment on pourrait... C'est-à-dire, comment identifier Parce que... L'identification de quoi? Dans la voie karmique, hein, l'identification, ce serait quoi dans ce cas-là? La reconnaissance Parce que la personne, elle sait qu'elle fait ça, que des gens qui s'en moquent. Oui, elle continue. Et elle continue, pourquoi? Voilà. Je ne sais pas, elle voit pertinemment que les gens ne sont pas intéressés. Elle reconnaît, elle identifie que les gens ne sont pas intéressés parce que elle persiste. Si vous êtes dans un bistrot où tout le monde est en train de faire la fête, je ne sais pas, hein, par exemple, vous mettez tout d'un coup à réciter des sutras, des choses comme ça, alors que tout le monde est en train de boire, de s'amuser et tout, vous le revoyez, quoi. Si vous identifiez, c'est évident, quoi. Mais vous continuez parce que ça, je ne sais pas, ça amuse la galerie. Et vous utilisez des paroles vraies qui sont des paroles du dharma. Mais dans un but complètement... là, vous créez un karma négatif par rapport au dharma, disons. Voilà. Ensuite, par rapport... Oui, oui. Je reviens sur le théâtre, par exemple, où tu disais, tu as vu mon expression, j'étais absolument pas... Oui. J'ai envie de dire d'accord. Après, je me trompe peut-être. Je ne vois pas en quoi c'est des paroles futiles, le fait d'avoir une passion qui est le théâtre, la littérature, autre que
que le dharma, je veux dire, ça nous apporte intellectuellement. Donc je ne vois absolument... C'est pour ça que je disais, dans le contexte actuel, moderne, où justement il y a des pièces qui peuvent justement amener à une certaine réflexion et tout ça. Dans le contexte tibétain, où le théâtre était surtout une forme de divertissement. D'accord. Je ne sais pas. Ok. C'est pour ça que tu as dit que c'est actualisé. C'est actualisé. Oui. Ok. Oui. Je pense que c'est actualisé. D'accord. Après, tout dépend du temps qu'on y consacre. Aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est quand même dans les distractions. Ouais, une distraction quand même intellectuelle qui peut nous apporter ou qui peut apporter à ceux qui nous entourent. C'est comme toute activité que l'on exerce, quand on le fait modérément et que ça nous apporte et apporte aux autres, why not? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un temps qui pourrait être utilisé peut-être de manière encore plus profonde que ça. Ouais, ok. Je pense pas. Je pense que si tu utilisais ce temps pour méditer sur ce qui est dit, ou plutôt que de le jouer en acte avec des costumes et tout ça, je sais pas. Peut-être ça aurait plus d'impact, plus de profondeur en toi. Je sais pas. Peut-être que ça serait moins. Mais dans ce cas-là, excuse-moi de le dire ainsi. Excuse-moi de le dire ainsi. Dans ce cas-là, on passerait. Je prends des pincettes en disant ça. Oui. On passerait nos journées à méditer, à faire que ça. Mais c'est le but, hein. Pourquoi tu crois que tu es là? Bon, ok. Bon, ben. Tu crois que tu vas réaliser l'éveil en faisant du théâtre? Peut-être, je ne sais pas. Ça va dépendre de ton karma. Peut-être c'est arrivé à certains, je ne sais pas. Mais c'est quand même le but, c'est de méditer de plus en plus, c'est d'avoir moins en moins des distractions et de passer son temps à d'autres choses. C'est dans ce... Voilà. Bon, enfin. Ensuite, les 3 sortes de convoitises. Non, mais Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Non, finalement, c'était un peu ça que je voulais dire. En fait, est-ce qu'il ne conviendrait pas de regarder finalement la motivation qu'il y a là-dedans? Parce qu'on peut peut-être vouloir faire du théâtre en se disant que ça va nous apporter, en souhaitant que ça nous apporte quelque chose, du point de vue du dharma, ou on peut le faire sans penser du tout au dharma, et à ce moment-là, ça n'amènera pas les mêmes choses. Ah, bien sûr. Peut-être pas n'importe quel texte, c'est ça, mais oui, bien sûr. C'est un peu comme quand on regarde la télé, quoi. Ouais. Et la motivation peut être pervertie aussi. Oui, on peut être dans l'ignorance. On peut mentir sur sa propre motivation. On peut se mentir sur sa ouais. propre motivation. C'est ça qui est aussi délicat. Donc, oui. Le micro. Le plus grave au niveau des paroles inutiles. À chaque fois, tu as dit le plus grave. Ah oui, pardon, voilà. Je l'ai sauté. Quoi, les paroles inutiles, oui. Merci de me le rappeler. Oui. Donc, le pire des paroles inutiles, c'est de parler pour distraire ceux qui aspirent à pratiquer le dharma. C'est-à-dire, les gens veulent méditer, puis vous leur racontez plein de choses. Vous faites du théâtre, alors que vous leur racontez des choses qui les retiennent alors qu'ils aspirent à pratiquer le dharma. De l'Inno, on est vraiment dans une perspective de pratique, là, tu vois, avec ces choses. Tu vois, on se situe à un niveau de motivation extrêmement forte. Ça rappelle les mauvais amis, oui. Oui, pardon, vas-y. Oui. C'est tout ce que je voulais dire, que ça rappelle cette notion des mauvais amis. Quels sont les mauvais amis? Les mauvais amis dans le dharma, c'est ceux qui nous éloignent un peu de la méditation, de la réflexion. Ouais. Et qui favorisent les perturbations mentales. Et qui favorisent les perturbations mentales. C'est ça, c'est considéré comme les mauvais amis. Ouais. Oui, Laurent. Laurent démarre. Ça me fait penser justement, tout à l'heure je revenais en arrière, là, le théâtre, le fait de prendre du plaisir dans une activité pour se défouler quelque part un peu, pour décompresser et pouvoir revenir avec plus de force, je pense, dans le dharma, dans la pratique du dharma. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, ce que j'en pense personnellement. Oui, ou le Bouddha, qu'est-ce qu'il en pense, les maîtres. Qu'est-ce qu'il en penserait, alors, le Bouddha écoute, je sais pas. Quand on sent que... Si le Bouddha voit l'esprit des gens, voit le karma des gens depuis des vies et des vies, des vies antérieures, depuis des milliers de vies antérieures, et s'il faut leur dire la parole exactement juste qui leur convient, moi, je suis pas capable de faire ça. Ok, ça c'est une question qu'il faut poser à un maître. Quoi. Ouais, individuellement, j'imagine. Voilà, c'est ça. Exactement. Ensuite, on en est à la convoitise. Alors, dans la convoitise, c'est par rapport à un objet. Hein. Et alors, donc, les trois sortes de convoitise ici, ça s'applique soit à ce qui appartient à soi-même, ce qui appartient aux autres, attendez, je vais y venir, et ce qui n'appartient à personne. Alors, la convoitise par rapport à ce qui appartient à soi-même, c'est, par exemple, quand on est attaché à son statut social, comme l'a évoqué Valérie ce matin. Le fait d'être très, très attaché à son statut social et de convoiter, de vouloir le garder, de vouloir absolument, d'y être attaché, pas vouloir le perdre, et de convoiter un statut social supérieur, par exemple, mais pour soi-même. Hein. Encore. Ouais. Et ce qui appartient aux autres, c'est envier le statut social de quelqu'un, par exemple, ou envier leur bien. Hein. Ça, c'est par rapport aux autres. Et ce qui appartient à personne, alors là, on est dans le contexte un peu tibétain, c'est de désirer acquérir des trésors souterrains. Il y a des trésors souterrains, ça existe, hein, l'île au trésor et tout ça. Et vouloir absolument être obsédé par ce fait de vouloir acquérir, convoiter sans arrêt des trésors souterrains. Bon, ça fait partie de ça. Je vous le livre comme ça. Hein. Oui. Oui, bon, j'avais rédigé une question et en fait, je voulais la poser tout à l'heure. Enfin, mais je me suis dit là, on y est. Alors moi, je le dis comme ça. L'augmentation des différences entre les personnes, entre les pays, est présentée comme un moteur du modèle de société libérale, capitaliste. Le moteur est la convoitise due aux différences. Peut-on considérer que le capitalisme, de ce point de vue, induit un karma négatif ? Moi, je dirais oui, mais bon. Mais oui, forcément, si c'est basé sur le profit personnel et l'exploitation des autres, ben oui, évidemment. Voilà. Je dirais, en répondant, je le pense, oui. Collectif, oui. Collectif, en plus. Oui, bien sûr. La malveillance. La malveillance dépend de trop... Ah oui, la convoitise la plus importante. Vous aimez bien les plus importants. Ouais. Par rapport au dharma, donc, la convoitise la plus importante, c'est de briguer les possessions d'un renonçant ou d'un religieux. Quelqu'un qui a renoncé au samsara, qui n'a plus... qui est un religieux, en fait. On dit un renonçant, mais je pense que le texte veut dire un religieux. Qui a encore quelques possessions. Je ne sais pas, il peut avoir une belle cloche et d'orgé, avec parce qu'il ne lui reste plus que ça, et vouloir lui prendre ça parce que c'est précieux. Ça date du XIe siècle. Voilà. Ou des statues, par exemple. Il a une belle statue dans son hôtel. C'est convoiter ces choses-là, ces objets qui appartiennent à qui sont des objets de pratique, en fait, en quelque sorte. La malveillance, donc 3 sortes, selon qu'elle provient de la haine, de la jalousie ou de la rancune. Donc ça, c'est par rapport à... Maintenant, bien sûr, on se situe par rapport à l'esprit. Hein. C'est-à-dire, c'est pas mise en acte, c'est avoir cette malveillance... le fait de désirer, de souhaiter, désirer, tuer. Donc par la haine, c'est souhaiter ou désirer tuer un ennemi, par exemple en temps de guerre. Ou un ennemi en général, pas forcément en temps de guerre. Donc ça, c'est la malveillance
liée à la haine. Il y a la malveillance liée à la jalousie. Quand on veut nuire à un rival, par exemple, quelqu'un avec qui on est en compétition, un rival. Donc là, on est dans le cadre de malveillance qui est fondée sur la jalousie. La malveillance fondée sur la rancune, quand on garde un fort sentiment d'inimitié envers une personne, et même si cette personne s'est excusée devant nous. Et on continue à avoir de la rancune et tenir des propos malveillants par rapport à cette personne. La pire des paroles malveillantes consiste à préméditer un crime à rétribution immédiate. C'est-à-dire tuer un Bouddha, un Arat, son père, sa mère. Les vues fausses. Alors, pareil, 3 sortes de vues fausses. Et là, eh bien, on retrouve un peu les vues fausses spécifiques, que Geshe a mentionné. Donc, les 3 sortes de vues fausses, selon qu'elles portent sur la causalité karmique, sur la vérité de la voie, c'est-à-dire en fait sur les 4 nobles vérités, mais là, plus particulièrement encore, sur la vérité de la voie. Bon, je vais vous expliquer. Et le 3e, sur les 3 joyaux. Donc ça, c'est... Donc sur la causalité karmique, c'est refuser de croire que les actes vertueux engendrent du bonheur et que les actes non vertueux amènent de la souffrance. Dire que c'est totalement faux. La vérité de la voie, c'est refuser d'admettre ou de croire que la pratique de la voie bouddhiste, ou de la voie, quoi, si vous pratiquez la voie, vous allez arriver à la vérité de la cessation. C'est-à-dire que la vérité de la voie amène, que la voie amène à la cessation. C'est les 2 nobles vérités. Et sur les 3 joyaux, si vous dire que ça dénigrez, par exemple, l'existence des 3 joyaux. Et la pire des vues fausses, c'est de croire justement à la supériorité d'une vue fausse contre justement ces 3-là. En prétendant que cette vue elle est supérieure à tout ce qu'on peut imaginer. Dans une forme par exemple, de nihilisme, par exemple. Une vue qui nie complètement, qui nie tout. Donc après, on verra de ça, mais bon, je ne voulais pas avancer par rapport à ce que dit Geshe-la. On va voir donc que ce qui alourdit, là, je vous ai juste donné les différentes sortes d'actions négatives ou de points qui permettent de les différencier. Et donc après, on va voir ce qui les rend lourdes et ce qui les rend plus puissantes, ces actions, aussi bien négatives que positives. Donc après, on verra aussi les différents effets. Oui ? Oui, une question. C'est sur la gravité, justement. Oui. J'ai pas trop parlé encore. Oui, en fait, tu allais commencer. Non, pas moi, c'est Geshe-la qui va le traiter maintenant, cet après-midi. On l'a déjà vu ce matin. On a vu les différents centres de gravité et la puissance ce matin. Mais je pense qu'il va revenir là-dessus. C'est ce que j'ai compris, mais après j'ai pu me tromper. Je peux vous les donner au cas où il n'en parle pas, si vous voulez. Ça pourrait déjà au moins vous donner la liste. Donc il y a 6 points qui font que... Il y a 6 facteurs qui aggravent les actions. Qui aggrave, qui amplifie ou qui aggrave dans le sens négatif. Mais Justement, je peux poser ma question parce que c'est quand on parle de gravité et de lourdeur. Moi, dans un premier temps, ce que j'avais compris, mais je crois que c'est faux, c'est que plus le karma est vertueux et plus il est léger. Et plus il est non vertueux, plus il est lourd. Mais je crois que c'est pas ça. Non. C'est les facteurs qui alourdissent ou qui aggravent
qui alourdissent, on va dire, les actions les vertueuses et non vertueuses. D'accord. Donc il peut y avoir un karma vertueux lourd. Alors, et pour moi, ça sonne... Enfin, lourd, c'est peut-être pas... et voilà, ça sonne pas bien. L'intensité, en fait, avec plus d'intensité. Hein? Mais on distingue lourdeur et puissance. C'est deux catégories différentes. Et oui. Mais parce que là, on parle de puissance, juste après. Là, on parle de lourdeur, de gravité, des 10 voies d'action. Oui, voilà, c'est le terme lourd qui... Parce qu'on va voir aussi l'importance. La puissance. Oui, la puissance, c'est après. Puissance, il y en a 4. Ah. Et gravité, il y en a 6. Par exemple, l'intensité d'une perturbation mentale va faire que l'action est plus lourde. La négative est plus lourde. Si cette perturbation mentale n'y est pas, elle sera moins lourde. Hein? L'accoutumance aussi. Hein? L'accoutumance, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'était ce qu'on appelle la perturbation mentale, si vous voulez. La présence ou l'absence d'une perturbation mentale. Le deuxième, c'est l'accoutumance, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle on répète certains actes bénéfiques ou néfastes. Donc ça les amplifie, les alourdit. Ensuite, la nature. Là, on l'a vu, hein, ça va en décroissant. Le meurtre est plus important que les paroles futiles, hein, plus grave que les paroles futiles, en décroissant dans ce sens-là. Tandis que les 3 actes de l'esprit, c'est l'inverse. Hein, ça va en croissant. La convoitise est moins grave que les vues fausses. Ensuite, il y a le 4e point, c'est la base. C'est-à-dire... le bien ou le mal que l'on va perpétrer sur, par exemple, des objets tels que les Bouddhas, la doctrine, la communauté ou les maîtres. Hein? Donc, si on fait le bien que l'on va créer par rapport à ces objets va être plus important que si c'est par rapport à d'autres objets. Et inversement, le mal que l'on va créer par rapport à ces objets va être plus important par rapport à d'autres objets. Ensuite, le 5e point, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, celui-là, on l'appelle ici la certitude des facteurs discordants. C'est-à-dire que toute votre vie, vous la passez à accomplir que des actions non vertueuses, sans faire le bien, ne serait-ce qu'une fois. Et le 6e, c'est ce qu'on appelle la dissipation des facteurs discordants. Je pense que, j'espère que Geshe-la va expliquer un petit peu. Je voulais juste donner un titre comme ça, mais bon. C'est abandonner la non-vertu et cultiver les actions bénéfiques, tout simplement, sans attachement. La 6e, ouais. La dissipation des facteurs discordants. Le 5e, c'était la certitude des facteurs discordants. Et la 6e, c'est la dissipation, c'est-à-dire plus on s'efforce de les éliminer. En fait. C'est la non-vertu, hein, et de cultiver les actions bénéfiques. Plus ça va donner de force, en fait, à nos actes. Voilà. Oui. Dénilo, oui. Tu as dit qu'une action peut être plus lourde quand il y a de la perturbation mentale. Plus grave. Plus la perturbation mentale est intense, plus cette action est négative. En fait. Ah d'accord, ok. Parce que j'avais compris qu'il pouvait ne pas avoir de perturbation mentale, en fait, lorsqu'une action est négative. Non. Alors que pour moi, elle est régie par la perturbation mentale. Bien sûr. Il y a toujours une perturbation mentale. Voilà, c'est ça que je voulais. Dans l'esprit, dans la pensée. Exactement, c'est ça que je... Mais elle peut être plus ou moins légère. Suivant l'intensité de la perturbation mentale. Suivant l'intensité, oui. Ok. Alors que dans une action positive,
Une action vertueuse, il n'y a aucune perturbation mentale. Oui. Ok. Une question, pour terminer. Est-ce que, quand on parle de l'inéluctabilité du karma, qu'est-ce que vous comprenez? Que si on crée une action négative, on aura obligatoirement de la souffrance. Et que si on crée une action positive, on aura automatiquement du bonheur, forcément du bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non? Pourquoi? Le micro. Il y a les 4 forces pour le côté positif, entièrement d'accord, mais côté négatif, il y a les 4 forces d'opposition qui permettent... Même pour le côté positif? Attends. Oui, mais on ne va pas alléger quelque chose de positif quand même. Moi, on va l'accentuer. Oui, on peut l'accentuer. Oui, voilà. Accentuer, voilà, c'est ça, accentuer. Micro. Dans ce cas-là, pour rejoindre Pascal, si on l'accentue, ce n'est plus une force d'opposition. Non, c'est le contraire. Voilà, donc, parce que tu as dit on peut l'accentuer, mais ce n'est plus avec les forces d'opposition. Une action négative ne donnera pas forcément de la souffrance si elle a été purifiée. Oui. Et une action positive n'amènera pas forcément le bonheur s'il y a eu de la colère, par exemple, un instant de colère qui va détruire cette action positive. Donc il faut la dédier. Si elle n'a pas été dédiée. Exactement. Alors, par contre, oui, tu voulais dire, Christian? Je suis en train de... Non, vas-y. Oui. Par contre, moi, tu as dit à plusieurs reprises que le karma, il reste intégré dès que de lors l'action est faite, c'est fini, c'est imprimé en fait. Sauf Alors que tout à l'heure, on a dit, dès lors on a les 4 forces d'opposition, ça permet de tout effacer. Et pour autant, j'ai compris qu'il y a quand même une petite empreinte qui reste. C'est pour ça qu'il faut continuer, même pour éliminer les empreintes les plus subtiles. Les empreintes les plus subtiles. Alors, je reviens à mon inéluctabilité. Donc, ça veut dire quoi, alors? Si on ne peut pas dire qu'une action positive va obligatoirement amener un résultat positif, ça veut dire que si on le prend dans l'autre sens, je pense que c'est plus juste, enfin, je ne sais pas, que si on a une expérience de bonheur, c'est forcément que parce qu'il y a cette expérience de bonheur, elle a été créée par une action positive. Et que si on a une expérience de souffrance, cette expérience de souffrance, elle a forcément comme cause une action négative. Vous voyez, on peut le voir aussi comme ça, dans les deux sens. Bien sûr, dans les deux sens, ça marche, parce qu'une action négative, en général, va si elle a amené de la souffrance, sauf si elle est purifiée. Non, on purifie pas tout. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Il reste quand même une petite empreinte qui... Voilà, et on a des multiples graines qui n'ont pas été purifiées, qui vont amener des résultats peut-être de souffrance. Deuxième question. Oui. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous faites, je sais pas, vous faites une promenade dans la forêt, vous vous sentez très très bien, et demain vous faites la même promenade de forêt, vous vous sentez pas bien. Vous faites la même action vous apporte un grand bonheur un jour, et la même action vous apporte de la tristesse le lendemain. Vous réfléchirez. Ça vous occupera pendant le mois de février. Je peux essayer de répondre? Je peux essayer de répondre? Tu peux essayer. On a une seconde. Voilà, ce à quoi je pense, c'est les circonstances environnantes du moment, principalement, non? Je ne parle pas de l'environnement extérieur, je parle l'environnement elle-même. De l'ensemble, de tout ce qui se présente à ce moment-là. C'est exactement le même, tu es dans la forêt en train de te promener. Oui, mais ça c'est vraiment le cadre extérieur, mais notre état d'esprit, ce qu'on vient de vivre, etc., ce qui peut mûrir d'il y a longtemps, etc., c'est plus du tout pareil, on ne vit pas la même chose. Ouais. Alors, je pense que
C'est lié aussi peut-être à l'impermanence des choses, non? Une chose qui est à cet état-là maintenant, à l'instant T, n'est plus la même à l'instant T plus 1. Donc, l'état d'esprit ou l'esprit qui, au fil du temps, évolue, en fait, n'est jamais le même hier et aujourd'hui. Très bien. Continuez.